Le mouvement féministe et le mouvement masculiniste fait beaucoup jaser. Qui est le gentil, qui est le méchant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au Québec, il y a deux gars qui ont fait beaucoup jaser dans les derniers mois. C'est les animateurs du podcast Lucide Podcast. Plein d'extraits vidéo sur les médias sociaux, ce que les gars se font ramasser en commentaires, puisqu'ils parlent d'un mouvement masculiniste et ça fait pas l'affaire à bien du monde. Et Mme Sophie Durocher a décidé d'interviewer ces gars-là à son émission de radio. Le titre de l'interview s'appelle « Parenthèse, ma femme doit faire le ménage ». Deux masculinistes se font ramasser par Sophie Durocher. Donc, je fais une analyse d'entrevue sur comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y en a qui ont raison, pas raison? On va y aller d'une analyse assez objective sur comment ils communiquent leur message, autant Sophie que les deux gars de Lucide Podcast. On part ça. Il y a deux animateurs d'un balado qui font beaucoup parler d'eux, qui sèment la controverse sur les réseaux sociaux. Le nom du balado, en fait, du podcast, c'est Lucide Podcast. Et le nom des deux animateurs, c'est Olivier Jean et Joël McGurk. Et ils nous rejoignent tous les deux. Alors, bonjour Joël, bonjour Olivier. Donc, Joël, tu es dans ton auto et Olivier, tu es chez toi dans ton bureau. Bonjour à vous deux. Ça part déjà mal où ils sont dans trois endroits différents. Okay? Donc là, déjà en partant dans une entrevue où là, on va parler de sujets très délicats, il y a un risque de parler un par-dessus l'autre. Donc là, en partant, le contexte, ce que je vois, c'est qu'il y en a un chez eux, il y en a un dans son char, elle en studio. Ça peut se piler un par-dessus l'autre. C'est seulement 18 minutes l'entrevue. Donc, en 18 minutes, un sujet autant complexe, avec des opinions probablement qui vont être différentes. On va devoir poser une question à un, poser une question à l'autre. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais selon moi, ça risque d'être une entrevue qui va être assez difficile puisqu'ils sont dans trois endroits différents et ils peuvent parler un par-dessus l'autre. Ça, c'est juste en partant le contexte quand tu arrives. Il n'y a personne qui a encore parlé et tu vois ça et tu fais « ça sera déjà pas facile ». Bonjour, Mme Durocher, ça va bien? Bonjour. Bonjour, Mme Durocher, ça va bien? Puis là, je ne ferai pas une analyse sur le non-verbal, mais là, ce que j'ai vu rapidement dans la vidéo, c'est il avale sa salive comme « Bonjour, Mme Durocher, ça va bien? » Là, tu vois qu'il est un peu nerveux. Et elle ne répond pas à sa question de « ça va bien ». Ça crée un stress supplémentaire parce que si je te croise puis tu me dis « Hey Charles, salut, ça va bien? » Puis là, je continue là où je voulais m'en aller dans la discussion. Je ne réponds même pas à ton « ça va bien ». C'est comme moi, je suis au-dessus de ça, le « ça va bien ». On va aller directement dans le vif du sujet dont moi, je suis potentiellement pas d'accord avec toi. Ça te crée un stress supplémentaire. Donc, juste de dire « Bonjour, Mme Durocher, ça va bien ». Elle ne répond même pas à « ça va bien ». Elle part tout de suite la cassette dans le chemin où elle s'en allait. Ça part déjà l'entrevue où ce que tu fais « Oh, OK, elle n'est pas là pour commencer à avoir du fun avec eux autres. Elle s'en va sûrement se positionner plus dans un interrogatoire. » J'ai bien hâte de voir la suite. Votre balado fait parler de lui pour toutes sortes de mauvaises raisons. Est-ce que vous êtes surpris de la violence de la réaction à votre balado? Les gens vous traitent d'apôtre d'Andrew Tate. Vous traite d'apôtre d'Andrew Tate. Je trouve que c'est un peu maladroit de mettre la table avec ça parce que ce que ça fait de dire, nommer le nom de quelqu'un comme étant potentiellement une injure publique. Andrew Tate, c'est une personne. Puis on peut aimer la personne ou ne pas l'aimer. Mais là, ce que ça fait, quand elle dit les gens du public, donc c'est pas elle, c'est les gens du public vous traitent d'Andrew Tate, automatiquement, si tu écoutes ça, puis tu es quelqu'un qui n'aime pas Andrew Tate, ce que ça crée, c'est automatiquement, tu mets les gars dans une catégorie. Bon, OK, on le sait déjà, ils vont ressembler à quoi? Ils vont être de même, selon toi, le stéréotype que tu t'es inventé de qu'est-ce que tu considères si c'est bon ce que Andrew Tate dit ou pas. On aurait pu prendre n'importe qui, mais elle choisit quelqu'un qui est très controversé de un, parce qu'elle aurait pu dire n'importe qui d'autre, ou elle aurait pu juste ne pas utiliser une comparaison avec quelqu'un d'autre. Elle utilise la personne Andrew Tate pour dire « Ah, on vous compare à cette personne-là ». Fait que là, tout de suite, tu écoutes ça, puis tu fais « Si je sais pas c'est qui, ni chaud ni froid, mais si je sais c'est qui, puis que j'apprécie pas la personne, tout de suite, je catégorise les gars dans une case négative et ça fait en sorte que là, en partant, tu pars déjà avec une swipe. Fait que tu as déjà moins un point dans l'oreille des auditeurs si tu n'aimes pas Andrew Tate parce que là, tu te compares avec lui. Disent que vous êtes contre les féministes, que vous dénigrez les femmes. Est-ce que vous êtes surpris de la réaction des gens? Je ne suis pas surpris. Elle met la table assez négativement ou ce que on va juste le réécouter ce petit bout-là. Femme, est-ce que vous êtes surpris de la réaction des gens?
est-ce que vous êtes surpris de la réaction des gens? Ça, c'est assez précis, ça, comme phrase, parce qu'elle met la table négativement de « Hey les gars, vous faites parler de manière assez négative. Vous faites parler pour ci, pour ça, on vous compare à lui ou à ça. » C'est négatif le contexte dans lequel elle le met. Puis au lieu de poser une question sur vous, de quoi vous parlez, ou une question plus personnelle, elle ouvre la porte, parce que si elle mettait une question personnelle, elle ouvrirait la porte à se justifier rapidement, à donner des bons arguments. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le public n'aime pas ce que vous faites. Êtes-vous surpris? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est là qu'il y a un piège. Parce que s'il dit « Oui, je suis surpris », bon, mais vous êtes complètement abruti parce que ce que vous dites, ça ne fait aucun sens pour son opinion à elle. Et là, ben, ça lui ouvre la porte à dire comme « Moi, vous dites ce que vous dites qui fait pas de sens. » Puis s'ils disent « Ben non, on n'est pas surpris. » Ben, OK, ben, vous le savez que vous êtes controversé. Donc, peu importe ce qu'ils vont répondre, ils gagnent absolument rien, eux, dans cette question-là. Je considère que c'est un piège qu'elle leur met dedans. Mais encore là, est-ce que c'est juste du hasard ou c'est stratégique? Je pense pas que c'est quelque chose qui est mal intentionné nécessairement, mais n'empêche que la question, peu importe la réponse, les gars ne s'en sortent pas nécessairement plus gagnants. On va voir. Je ne suis pas surpris de la réaction des gens du tout, mais moi, tu sais, parce que c'est souvent du monde qui disent qu'on est anti-féministe. Regarde, selon moi, le féminisme, c'est le libre arbitre, le libre choix des femmes. Puis c'est ce que je trouve qui est un petit peu un double standard, c'est que quand on prône qu'il y a des femmes, ça existe encore même au Québec, qui veulent avoir une relation plus traditionnelle et puis qui veulent élever les enfants à la maison et exemple, qui veulent faire aussi l'école à la maison. Eh bien, souvent, quand on dit ça, ben, puis on invite des filles qui pensent comme ça aussi sur notre podcast, ben, ils se font traiter de pick-me, puis ils se font traiter de tous les noms, puis nous autres, on se fait traiter de misogyne. Puis selon moi, tu sais, si une femme peut travailler, fine. Le féminisme est là pour ça, c'est pour le libre choix des femmes. Ça veut travailler, fine, mais si elle veut rester à la maison, c'est quoi le problème? Le féministe est là pour ça. Je ne suis pas certain de quelle manière il veut amener ça. Ça veut dire qu'automatiquement, une femme qui veut travailler, c'est automatiquement une femme féministe. Je trouve que ça catégorise trop dans deux clans. Il met ça dans deux clans où ce que, de manière très objective, aujourd'hui, là, la classe moyenne arrive difficilement à vivre avec un seul salaire. Donc, il dit « Ah, mais si y a des femmes qui veulent être à la maison, bien correct. S'il y a des femmes qui veulent travailler, bien correct. » C'est comme s'il donne le choix aux gens, mais il leur suggère aux femmes d'aller valider les deux catégories. C'est-à-dire, ah, ben, si tu choisis de travailler, ça, c'est ton problème. Si tu choisis de rester à la maison, c'est ton problème aussi. La réalité, c'est que tu ne rejoins pas beaucoup de gens avec ce message-là. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens travaillent, non pas parce que ça les passionne non moins de travailler, mais parce qu'ils ont besoin de travailler. Puis il y a une certaine époque où les gens pouvaient arriver avec un seul salaire. Puis aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, puisque ce n'est plus le cas, les femmes n'ont comme pas le choix vraiment de travailler, mais s'ils ont l'opportunité de pouvoir ne pas travailler parce qu'ils sont avec un conjoint qui gagne assez d'argent puis leur style de vie le permet, bien là, tant mieux. Mais là, la manière qu'ils l'amènent, ça ne rejoint pas grand monde. Parce que c'est comme, on comprend que, ben oui, il y a la possibilité de pouvoir rester à la maison, mais c'est vraiment pas la possibilité pour la majorité des gens. Donc, tu ne rejoins pas beaucoup de monde avec ce discours-là. Il va falloir qu'ils se rattrapent un peu plus tard avec ça. D'accord, mais le problème, si je peux me permettre, Joël, c'est que vous dites pas simplement aux femmes, vous avez le droit de rester à la maison si vous voulez, c'est que vous leur dites que quand elles s'en vont travailler, elles sont c'est comme un esclavage. On va écouter un petit extrait d'ailleurs où c'est à peu près ça que vous dites. Tu penses-tu vraiment que tu étais plus esclave dans le temps que tu étais à la maison à t'occuper de tes enfants, à faire la bouffe puis le ménage, ou aujourd'hui esclave de ton patron avec ton salaire, que si t'as pas ce salaire-là, t'es pas capable de te payer les mêmes choses que ton homme te payait avant, en échange de juste faire le ménage puis le lavage puis de donner un peu de sexe le soir? Sérieusement, les femmes, vous êtes bien plus... Excusez-moi les garçons, mais... Excusez-moi les garçons, ça, elle vient de les rabaisser, mais hyper poliment. Parce que de dire « excusez-moi les garçons », les garçons auraient pu dire « pardonnez-moi messieurs ». Ah, là, on ne parle pas de la même personne. Mais excusez-moi les garçons. Garçon, ça fait jeune homme, petit. Elle se positionne hiérarchiquement, rapidement au-dessus de eux en étant hyper polie. Parce qu'elle les a pas insultés, mais de dire « excusez-moi les garçons », déjà là, ça part mal. Un peu de sexe le soir. Sérieusement, les femmes, vous êtes bien plus... Excusez-moi les garçons, mais moi j'ai 58 ans, je suis née en 1965. Puis... Excusez-moi les garçons, moi j'ai 58 ans, je suis né en telle année. Elle vient automatiquement de se positionner au-dessus d'eux. Parce que c'est-à-dire, rapidement, ce que ça met comme contexte, c'est, ben d'un, moi je suis une femme, puis ça on le sait.
Donc, je suis touché par vos propos. C'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle. Fait que je suis dans le sujet parce que vous parlez des femmes et je suis une femme. 1. De 2, je suis plus âgé que vous. Donc, j'ai plus d'expérience que vous et ça me légitimise de pouvoir vous ramener à l'ordre parce que vous, les garçons, vous êtes plus jeunes. Moi, la femme qui a de l'expérience, qui a du vécu, je connais et je comprends des choses que vous ne connaissez pas. On sait que de manière objective, c'est pas parce que tu es plus âgé que quelqu'un que tu es nécessairement plus réfléchi ou plus mature. Ça ne change pas grand-chose. Okay? Il y a des gens qui ont 60 ans, mais ils n'ont pas nécessairement plus d'expérience de vie que certaines personnes qui ont 30 ans ou même peut-être 20 ans. C'est dépendamment de ce que tu décides de faire de ta vie. Mais en le disant comme ça, excusez-moi les garçons, moi j'ai tel âge, c'est sûr que ça ne les avantage pas. C'est une bonne stratégie de dire ça si son intention, c'est de les ramasser. Parce que déjà là, encore une fois, ça met la table sur le fait que vous êtes des petits garçons, moi je suis une femme, j'ai tel âge, j'ai de l'expérience, j'ai bien hâte de voir la suite. Puis je pensais pas un jour au Québec entendre des propos pareils à propos des femmes, comme si la seule chose à quoi on sert, c'est de faire le ménage en échange d'un peu de sexe. C'est pas un peu réducteur, Olivier? Non, mais en fait, nous, ce qu'on prône, en fait, c'est juste un retour aux valeurs traditionnelles. C'était comme ça que ça fonctionnait. Puis c'est sûr que sur les médias sociaux, c'est sûr qu'on peut prendre un clip, le sortir de son contexte. Parce que nous, dans les longs formats, on explique clairement que, nous, Joël et moi, vivons ce type de relation-là avec nos copines. Nos copines, d'entrée de jeu, dès la première date, étaient d'accord de s'embarquer là-dedans. Ça fait leur affaire. Et je veux dire, à partir de là, c'est un peu ça. Nous, un peu comme les féministes, on prône le libre choix. Simplement, quand nous, publiquement, peut-être de façon choquante pour créer des réactions, je l'admets, quand nous, on montre un petit peu c'est quoi le style de vie qu'on prône, le libre choix ne semble pas s'appliquer quand ce sont des femmes de ce type-là, des femmes qui font ce type de choix-là, surtout venant des femmes. Oui, d'accord. Mais alors, Olivier et Joël, tous les deux, vous parlez du libre choix des femmes. Par contre, vous avez déjà dit dans un de vos podcasts, puis j'aimerais savoir c'est quoi le contexte qui pourrait permettre de dire ça, que vous ne voulez pas d'une fille qui sort dans les clubs habillée en pute avec ses amis, que vous exigez que votre blonde ou votre femme soit le moins possible sur les réseaux sociaux, que vous considérez que vous avez un droit de regard sur leur téléphone. Je vois pas beaucoup de libre arbitre, je vois pas beaucoup de décision de la femme. Vous avez l'air... On voit qu'elle est préparée. Donc, il donne son argument, parvient. Ouais, mais tu as déjà dit. Donc, elle a par écrit, puis même un format vidéo qu'on a pu entendre, des choses qu'ils ont dit. Une bonne manière d'arriver là en étant plus solide, puis qui ferait en sorte que les gars seraient peut-être moins stressés, puis arriveraient avec des arguments beaucoup plus forts en partant de l'entrevue. C'est 4 minutes qu'on écoute et déjà là, on voit qu'elle a l'air plus en contrôle que eux. Évidemment, c'est sûr que c'est elle qui pose des questions. Donc, c'est eux qui sont un peu dépendants de c'est vers où que ça se dirige. Mais une bonne manière de pouvoir plus se préparer, c'est justement de se préparer. Puis les gars, de retourner voir toutes les vidéos qui ont fait le plus de controverses, puis de se dire, OK, si elle me challenge sur ce sujet-là, qu'est-ce que je réponds? Si on me dit, hey, tu as déjà dit ça, qu'est-ce que je pourrais répondre? Juste pour avoir au moins un petit bagage de réponse à l'avance de... C'est hyper controversé, là, qu'est-ce qu'ils disent, les gars, là. Et elle les cite sur des choses, évidemment, qui sont controversées parce que c'est le but de l'entrevue. Mais d'être capable de se dire, OK, si on me challenge là-dessus, c'est quoi que je peux répondre? Et non juste dire comme, ouais, mais là, c'est parce qu'il y avait un contexte, un court format. Nous, c'est des longs formats qu'on explique plus longtemps. C'est sûr qu'on ne parlera pas de ton long format. On va parler de ce qui fait réagir le grand public. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va répondre. Vous semblez, en tout cas, extrêmement contrôlant de la vie personnelle de vos blondes. Encore là, comme Olivier a dit, ça, c'est un court format qui a été... Encore, c'est un court format. OK. On comprend que, oui, d'avoir un court format, ça fait en sorte qu'on arrive à une conclusion plus rapide et qui est mal nuancée. Mais, ce qu'il faut considérer lorsque tu es le créateur de contenu et qui fait un court format, c'est que si tu fais un court format pour faire réagir, pour aller chercher de l'attention, parce que tu as un bénéfice là-dessus, les gars, ils ont un bénéfice à se faire connaître. Pour quel? Je ne sais pas, ça les regarde à eux, mais personne ne se lance à faire un podcast en se disant « Je souhaite faire un podcast pour que personne m'écoute ». Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu veux qu'on t'écoute. Alors, tu as un bénéfice qu'on t'écoute. Si on est d'accord, tout le monde se suit là-dessus. Donc, si tu fais du court format pour choquer, c'est une stratégie. Mais il faut t'accepter l'autre côté de la médaille. Et les deux côtés de la médaille sont les suivants. Court format fait beaucoup réagir et amène beaucoup de visibilité, mais également court format amène peu de nuances, peu de contexte et beaucoup de mal compréhension. Et de mon expérience personnelle, je peux dire que j'en ai fait, moi, du contenu
mal contextualisé, mal nuancé, court format pour justement faire réagir, me dire on va essayer ça comme stratégie si les gens vont me découvrir grâce à ça. Et moi, le résultat que j'ai de ça, puis les gars, si jamais écoutent ce que je dis présentement, je vous le suggère d'arrêter le court format mal nuancé parce que ça n'amène aucun bénéfice. Parce que la fameuse phrase que tout le monde répète de « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en », je doute un petit peu de ça. Parce que quand tu te ramasses en entrevue, puis là, ta justification, c'est « oui, mais c'est parce que c'était mal contextualisé, vous me prenez de court, c'est un court format, dans un long format, c'est comme c'est toi qui décides de mettre ça de l'avant. Tu as décidé de mettre ce contenu-là de l'avant, donc tu es pris que les conséquences de ça et tu dois assumer les conséquences. Tu voulais le bénéfice d'avoir un court format pour avoir beaucoup d'attention, bravo, tu as l'attention. Maintenant, tu n'aimes pas le fait qu'on n'est pas d'accord avec ton opinion à cause que c'est un court format et on a mal compris, c'est aussi ton problème. Pris hors contexte d'un long format. Dans le long format et dans tous les longs formats presque qu'on a fait, parce qu'on parle souvent de dating, c'est notre créneau. Dans tous les longs formats, on dit les hommes ont le droit et les femmes ont le droit de mettre leurs standards et leurs limites au tout. Ça, je suis d'accord. Les hommes et les femmes ont le droit de mettre leurs standards au tout début de la relation. J'espère, toi qui écoutes présentement, tu as des standards. Parce que si tu dis « oh non, mais moi, j'ai pas trop de standards », ça veut dire que toi, demain matin, célibataire, tu es dans une date, la personne a fait « tu m'intéresses, on va-tu être en couple? » Tu vas faire « ben, oui, on va être en couple ensemble parce que ben, t'es vivant, t'es vivante, ouais, t'as un numéro d'assurance sociale, ouais, c'est beau, c'est ça, mais t'es un vrai humain, c'est ça mes standards, moi. Moi, mon standard, c'est vivant. C'est pas, tant que t'es pas mort, moi, ça fit, moi, dans mes valeurs, là. Mais non, tout le monde a ses standards. Les femmes ont des standards, les hommes ont des standards, et là-dedans, on n'a pas nécessairement à se justifier. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va expliquer par la suite, parce que ça, ce qu'il vient de dire là, ben d'accord avec ça. Tout le monde a le droit d'avoir ses propres standards. Tout début de la relation, même que moi, je le fais normalement dans la première date. Je vais dire à une fille, moi, je veux pas d'une femme qui sort dans les clubs habillée d'une certaine façon. C'est sûr que sur le podcast, on va le dire d'une certaine façon pour faire réagir, mais ça veut dire la même chose. Je veux pas qu'une femme sorte dans les clubs d'une certaine façon puis qu'elle mette des photos de ses fesses sur Instagram ou exemple qu'elle ait un OnlyFans. Pourquoi? Elle pose la question, pourquoi ces standards-là? Peu importe c'est quoi tes standards, tu n'as pas à les justifier. OK? Donc, maintenant, les standards que tu décides d'avoir toi dans ta vie, tu n'as pas à les justifier, sauf que faut que tu acceptes que le monde entier ne va pas les approuver. Et là, c'est ça qui est un terrain glissant parce que là, en disant pourquoi ça te dérange, ça l'amène sur le chemin un peu de la subjectivité où ce qu'elle va dire, OK, mais ça, c'est un standard qui est peine trop exagéré, ça, c'est un standard qui est tolérable. Puis là, rendu là, c'est plus de l'opinion personnelle que, objectivement, non, ça passe, ça passe pas. Les standards, c'est que la subjectivité. Des standards, c'est que toi envers toi et on n'a pas à justifier nos standards. Maintenant, dans le cadre d'une entrevue, c'est différent. Mais quand je dis justifier, c'est pas justifier par rapport aux autres, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu serais peut-être en début de relation, mais par rapport au monde entier. C'est-à-dire, tu n'as pas à te sentir mal que toi, tu veux quelqu'un dans ta vie qui a tel attribut, telle compétence, tel style physique, tu as le droit. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne de dire, et je vais stéréotyper, mettons le gars qui dit « mais moi j'ai envie d'une femme qui est en shape, selon ses standards de c'est quoi être en shape, ou qui a telle paire de seins puis telle paire de fesses. » Puis que ça soit super stéréotypé qu'on dirait « hey, ça se dit donc bien mal. » Ben oui, ça peut peut-être être vulgaire qu'un homme dit « moi je veux une femme qui ressemble à ça. » Mais au fond de nous, là, on a le droit de dire « ça, j'aime mieux ça j'aime pas ça » et on n'a pas à se justifier. Donc, je comprends peut-être les gars, ils ont été pris hors contexte à bien des moments, puis ça fait en sorte qu'ils se ramassent là, puis ils sont un peu dans la merde à devoir se débattre avec tous les gens qui ne les comprennent pas. Mais d'avoir un standard, autant une femme qui dirait « ben moi, j'ai envie d'un homme qui mesure en haut de 6 pieds. » On ne peut pas dire comme, bon, on va faire un gros mouvement, les hommes en bas de 6 pieds, qui se révoltent et qui font, non, vous devez nous considérer. Mais non, ils ont le droit d'avoir un standard comme ça. Donc, ça marche des deux côtés. Alors, les standards, là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne devrait jamais revenir et jamais s'obstiner que, mais ça, c'est un peu trop, ça, c'est un peu moins. La personne qui a des standards élevés et qui a la difficulté à être en couple, c'est un autre sujet. Donc, si tes standards sont très élevés, puis tu dis, j'ai la difficulté à trouver la personne avec laquelle je veux être, génial. Dans ce cas-là, tu acceptes que puisque tes standards sont élevés, c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui comble tes standards. Maintenant, si tes standards sont plus lousses, ben, tu as peut-être accès à avoir un plus grand répertoire d'humains potentiels avec lequel te mettre en couple ou en relation.
fans. Mais je vais lui dire à la fille, je vais lui dire, c'est pas que je vais te forcer à rester à la maison puis t'enfermer si tu le fais, c'est que je vais mettre un terme à la relation, tout simplement. Et puis, j'ai fait, juste pour prouver le double standard, j'ai fait le clip féminin après. J'ai dit, quand t'es en couple, une femme, tu laisses pas ton chum s'asseoir aux danseuses avec ses chums, tu laisses pas ton chum devenir un gros fainéant qui joue à des jeux vidéo en fumant des jouets à la maison. Tu as besoin d'un homme qui a des ambitions. Puis ça a été applaudi. Il n'y a eu aucun commentaire de SOS violence conjugale ou contrôle coercitif dans ce clip-là. OK, donc ce que vous dites, c'est que vous dénoncez le fait que quand c'est un gars qui dit aux filles « Voici c'est quoi mes critères », on trouve ça scandaleux, mais quand une fille dit au gars « C'est quoi mes critères », ben là, personne ne trouve rien à redire. Par contre... C'est exact. Ouais, donc je comprends tout à fait où vous voulez en venir, sauf qu'à un moment donné, puis là vous allez peut-être me dire, bon, en tout cas vous êtes cité hors contexte, mais il y en a un de vous deux qui a déjà dit que quand il a fait l'amour avec une femme qui était qui avait très confiance en elle et qu'il n'a pas été capable de bander. Là, je sais pas lequel de vous deux qui a pas été capable de bander parce que la fille était avait trop confiance en elle, là. Ça aussi, c'est un clip qui a été pris hors contexte qui est par rapport à un plus long format. C'est que dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que quand une fille a un haut body count, quand elle a couché avec 200, 300 gars, parce qu'il y en a beaucoup dans la libération sexuelle, dans la société dans laquelle on vit, qui ont un haut body count, surtout les filles qui ont des OnlyFans, par exemple. Et puis, ils ont tellement on dirait qu'ils sont arrogantes presque dans leur sexualité dans ce temps-là, puis tu le sens. Ils n'ont pas la petite énergie, genre un petit peu... cute qu'une femme va avoir dans une date que tu peux avoir. Puis, tu le sens, tu sais, ces femmes-là sont très, très, très masculines dans leur énergie. Puis, c'est un turn-off pour un gars comme moi. Je dis pas pour tous les gars, mais pour un gars comme moi. Ouais, avec une femme qui est féminine, comme, mettons, ma blonde, j'ai aucun problème. Mais c'est sûr que si tu écoutes juste le... Oui, mais je veux entendre Joël. Attends, excuse-moi, je veux pas me tromper. Olivier. Je veux entendre Olivier là-dessus parce que est-ce que toi aussi ça te fait débander une fille qui est trop parce que le body count là, si vous êtes pas au courant, c'est une fille qui a eu donc plusieurs partenaires. Est-ce que toi, Olivier, de quoi c'est que vous êtes intéressé juste à des filles qui sont vierges ou c'est quoi votre problème avec les filles qui ont de l'expérience sexuelle? Là, elle compare des femmes qui ont de l'expérience sexuelle. Versus lui, ce qu'il expliquait, c'était une femme qui ne se respecte pas, selon ses standards, puis selon son illusion là-dedans. Okay? Parce qu'on est tous illusionnés par rapport à ces sujets-là. On a, nous autres, la façon qu'on voit la vie, puis c'est comme ça devrait être correct, puis ça, c'est pas correct, puis c'est que de l'opinion personnelle. Donc là, lui, il parle de femmes qui ont beaucoup d'expérience sexuelle dans la mesure où c'est un peu un manque de respect, c'est-à-dire la femme couche avec n'importe qui. Et ça, lui, il aime pas ça. Il a le droit. Mais là, elle reprend ça avec, c'est quoi votre problème avec les femmes qui ont de l'expérience sexuelle? Parce que, et c'est stratégique parce que n'importe quelle femme qui écoute ça présentement, elle va probablement se dire, si elle a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ben j'ai de l'expérience sexuelle, j'ai eu plus que 2-3 partenaires dans ma vie. Donc là, c'est quoi à quel nombre de partenaires sexuels on peut dire j'ai de l'expérience ou j'en ai pas? Donc là, chaque femme qui écoute ça et qui se considère comme étant expérimentée sexuellement va complètement être choquée parce qu'elle va se dire, ben là, moi, c'est vrai. C'est quoi, vous autres, le problème, les gars, que j'ai de l'expérience sexuelle? Ça veut dire que vous autres, une femme qui a de l'expérience de vie, l'expérience sexuelle, ça vous turn off, donc vous voulez justement juste être sorti avec des vierges. C'est quoi cette affaire-là? Donc, elle les amène sur ce chemin-là. Et c'est vraiment, vraiment délicat pour eux. Il faut qu'ils soient en mesure de bien répondre et d'être capable de bien contextualiser et de dire, attends, là, on sépare deux choses. Donc là, lui, il parlait de femmes qui ne se respectent pas, ce qui est un dossier très précis, très à part. Et elle amène ça envers toutes les femmes qui ont de l'expérience sexuelle. C'est un terrain glissant, j'ai hâte de voir comment il va répondre. Pas nécessairement, mais là, on prend quelque chose qui est ultra précis pour l'exemple de Joël, mais nous, si on prend un peu d'auteur, un peu de niveau, on veut juste revenir à, on trouve que, et les médias, vous en faites la promotion de... Les médias, vous en faites la promotion, oh, attention, là, parce que là, t'es directement dedans, là. T'es dans un média traditionnel avec Sophie Durocher qui, elle, fait partie des médias, donc c'est une attaque. Attends-toi à ce qu'elle réponde. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va dire, mais attends-toi à ce qu'elle réponde. C'est comme, vous, les médias, vous faites la promotion de tout ça. C'est comme, oh, attention, là, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va dire. De féminiser les hommes, de tout féminiser tout le temps. Et nous, on veut Moi, juste... je féminise les hommes? Oui, boy, je pense que t'es pas tombé sur la bonne personne. Non, mais il y a quand même... Dans la culture, on tente quand même à prôner... au Québec, on est dans une société très matriarcale. Ça va peut-être changer parce qu'à la quantité de... tu sais, nous, on est juste le messager, finalement, mais je vais répondre à ta question, puis on pourra revenir là-dessus. Oui, s'il te plaît, parce que là, tu me parles de trois choses différentes. Donc, alors, je vais reposer ma question.
est-ce que moi, je préfère une femme qui est plus féminine? Parce que moi, c'est comme ça que je traduis la question. Tu sais, une femme qui est plus féminine, c'est une femme à qui... Tu sais, l'homme, on a besoin d'être... Puis même les hommes qui disent que c'est faux, je pense qu'ils mentent. Les hommes, on a besoin d'être là. Il passe, il s'en va nulle part. Là. C'est comme, tu sais, une femme féminine, c'est les hommes, puis en plus, même ceux qui disent que c'est pas vrai, ils ont tort, puis ils mentent, puis il s'en va n'importe où. On le voit qu'il est pas très, très à l'aise dans le sujet. Et son sujet, c'est quoi une femme féminine? Oh my God! Tu t'embarques dans quelque chose que tu es sûr de perdre. Parce que comment on explique la féminité? C'est quoi une femme féminine? C'est une femme que, comment t'expliques ça? Ça ne s'explique pas parce que c'est que des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, une femme qui est camionneuse, c'est-tu masculin ou c'est féminin? C'est sûr, si on regarde les statistiques, il y a plus de camionneurs hommes que de camionneuses femmes, donc c'est un métier plus masculin. Mais c'est pas une femme qui chauffe des trucks, puis qui a une délicatesse, puis une tendresse avec son conjoint extraordinaire, puis qui est hyper féminine, entre guillemets. Comme c'est pour avoir une femme là, qui s'en va à la chasse, pas à la pêche, puis qu'elle change ses pneus de char elle-même, puis c'est son chum qui fait la cuisine, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est pas tant traditionnel, parce que normalement, c'est plus l'homme qui changeait les pneus de l'auto, puis la femme dans la cuisine. Là, c'est l'inverse, mais pourtant, elle, dans la chambre à coucher, est hyper sexuelle et féminine dans son énergie, par exemple. Donc, d'expliquer la féminité lorsque tu es un homme, c'est touché. En gars, si tu as envie de jaser de « Ah, moi, j'aime ça quand une femme est comme ça, puis comme ça », c'est correct. Mais là, sur un plateau de radio, où ce qu'il faut expliquer « Ouais, mais moi, j'aime plus les femmes féminines, puis une femme féminine, c'est... » T'es sûr de perdre. Parce que peu importe ce que tu vas dire, n'importe quelle femme va dire comme « Ouais, mais moi, je suis pas ça ou ça. Je suis ça et ça. » Donc, on peut tous être... C'est-à-dire, tu peux avoir des attributs qui pourraient être stéréotypés comme étant plus masculins, mais au final, être une femme très, très, très féminine dans un autre contexte de vie. Donc, on est tous différents. On a notre personnalité peut-être un peu différente quand on est au travail versus quand on est avec notre famille. Puis on peut être différent avec notre famille versus notre belle famille. Donc, différemment, c'est-à-dire, peu importe le contexte dans lequel on est, on peut changer un petit peu. Donc, une femme peut être très masculine dans son travail, dans les décisions qu'elle prend, dans ses interactions avec ses collègues, dans ces contextes-là, par exemple professionnels, mais à la maison, être hyper féminine. Donc, comment tu arrives pour expliquer ça, c'est ça ou c'est ça? Non, c'est ça et ça. C'est que des additions et non, si on enlève ça, si on élimine ça. Alors, comment t'expliques qu'une femme est féminine? J'ai hâte de voir comment il va driver ça, parce que jusqu'à présent, il communique pas bien son message. On voit Sophie Durocher qui l'écoute, puis elle attend juste de pouvoir rentrer et faire comme « Ah, tu t'es fourré là, tu t'es trompé ». Donc, j'ai hâte de voir comment il va répondre à ça. Hey, je fais une courte pause. Si t'apprécies l'épisode, je te demanderais deux choses. De un, t'abonner sur la plateforme que t'écoutes. Et de deux, partager l'épisode à quelqu'un qui pourrait aimer le podcast. On continue. Héros. On a besoin d'avoir des choses à montrer. On a besoin de sentir que ta femme n'a pas fait le tour du Québec, n'a pas couché avec la ville de Montréal au complet. On a besoin de pouvoir lui montrer des choses, que ce soit dans la chambre à coucher ou que ce soit le premier voyage qu'elle fait ou quoi que ce soit, sans dire que la femme est vierge. De toute façon, dans les sociétés... Ou est-ce que dans les sociétés occidentales aujourd'hui, c'est impossible? Bonne chance. Ouais. Exactement. Mais par nos expériences, on est quand même rendu dans la mi-trentaine. Une femme qui a plus d'expérience, souvent, elle va être plus piquée. La moindre chose va lui déranger. Elle va mettre fin à la relation plus rapidement. OK. Parce que, donc, vous voulez des femmes... relation, OK. mais ça n'a pas Olivier, fonctionné, donc... Olivier, tu es en train de me dire... le syndrome Tinder, là, on souhaite qu'on passe à la relation plus rapidement. Mais tu es en train... Mais si j'essaie de traduire ce que tu es en train de me dire, Olivier, c'est que tu veux pas des femmes qui ont des standards trop élevés. Tu veux pas des femmes qui sont trop piquées. Là, c'est des femmes qui auraient des standards trop élevés, qui soient trop exigeantes, là, si je traduis comme il faut. Donc, lui, il parle de avoir couché avec trop de femmes. Moi, j'aime pas ça. Et là, l'intervention, on s'en va nulle part parce que c'est comme, c'est quoi ça, trop de femmes? À partir de quel moment on peut rendre une femme coupable d'avoir couché avec trop d'hommes? C'est quoi le chiffre? C'est comme... Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais elle tourne ça en étant comme... Donc, vous aimez pas les films qui ont les femmes qui ont des standards trop élevés. C'est ça que vous aimez pas. Je me demande qu'est-ce qu'il va répondre. Oui, effectivement. Oui, effectivement. OK, on va reculer ça. Tu veux pas des femmes qui sont trop piquées. Là, c'est des femmes qui auraient des standards trop élevés, qui soient trop exigeantes, là, si je traduis comme il faut. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Clairement qu'il est stressé. Puis que là, c'est comme...
il n'a pas tout écouté la question parce que tu veux pas une femme qui est trop exigeante. Tu viens de dire que toi, tes standards sont importants. Bref, c'est ça votre contexte de toute l'histoire, c'est que vos standards sont importants. Mais là, moi, je veux pas une femme qui a trop des standards élevés, qui est trop exigeante. Ça devient plus difficile. Moi, je pense, mon opinion, que ce qu'il voulait dire, c'est qu'une femme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels, rapidement dans la relation, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, ça se peut qu'elle dise comme « OK, moi, je passe au prochain parce qu'elle a beaucoup de potentiel, c'est-à-dire il y a plus d'hommes qui sont après. » Et ça, objectivement, homme ou femme, si tu attires beaucoup de personnes à toi, c'est plus difficile pour la relation dans laquelle tu es. Parce que si tu es en couple avec quelqu'un, puis le contexte de ton travail, le contexte physique, si tu as des attributs qui fait que, socialement parlant, on dit que c'est beau ou c'est moins beau, si tu as peu de gens qui viennent vers toi, tu as peu d'options, ben ça l'ouvre quand même, en fait, ça ferme plus la porte à ce que tu as tendance à vouloir aller ailleurs parce que tu as moins d'opportunités. On suit là-dessus. Là. Tu peux quand même le faire, mais tu es moins tenté par le diable, comme on pourrait dire. Parce que tu es en couple, puis là, il y a une situation qui va pas bien, tu n'as pas 150 autres personnes que tu peux faire. Ah ouais, mais là, moi, j'ai d'autres gars là, qui attendent après moi de toute façon. Fait que là, c'est que lui, ça marche pas. Là. Ciao, bye, ciao, je passe au prochain. Je pense que c'est ça qu'il veut expliquer. Mais ça peut se faire autant homme que femme. Puis c'est vrai qu'il y a des couples qui vont avoir de la difficulté parce que l'un ou l'autre dans le couple est sollicité plus que son partenaire, ou si les deux sont sollicités, ben dès que l'un et l'autre est en conflit ou quelque chose qui n'est pas d'accord, ça ne va pas bien, je dis bien, c'est une option, peut penser à aller voir ailleurs parce qu'il se dit, ben non, mais moi j'ai des options. Là. Puis il y a d'autres personnes qui m'apprécient, il y a d'autres personnes qui me trouvent séduisant ou séduisante. Puis on aime tous se sentir séduisant, séduisante aux yeux des autres. On aime se faire dire qu'on est beau, qu'on est belle. On aime sentir que les d'autres gens alentour pourraient vouloir envie de nous. C'est normal, c'est naturel, il n'y a rien de mauvais à ça. Maintenant, la logique quand tu es en couple, c'est de réussir à être plus fort que cette tentation-là, puis de se dire, non, je vais rester avec mon partenaire parce que je l'aime. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'on bâtit ensemble qu'une simple relation d'une personne qui m'attire là, en ce moment, aujourd'hui. En plus du fait que je pense à la chicane d'hier, donc ça me donne encore plus le goût d'aller voir ailleurs. Donc, je vais régler le problème avec mon conjoint, ma conjointe, parce que de toute manière, un couple va avoir des problèmes durant tout le long de sa relation et le couple va perdurer dans la mesure où il est en mesure de pouvoir régler les problèmes et non en se sauvant de gauche à droite. Donc, lui, son point qu'il essayait d'amener, c'est qu'une femme qui avait beaucoup d'expérience, une femme qui a beaucoup d'hommes qui courent après, aurait une tendance à tout de suite balayer la relation de côté à la seconde où ça ne se passe pas bien. Mais là, c'est peut-être plus dans une expérience personnelle qui partage ça et de dire ça comme argument, ça n'a pas de poids. Parce que c'est trop facile pour Sophie Durocher de dire « OK, fait que dans le fond, tu n'aimes pas les femmes qui sont exigeantes. » Puis là, ben, toutes les femmes qui écoutent vont se dire « Ben moi, je suis exigeante. Ouais, moi, mon conjoint, là, j'ai des exigences envers lui. » Puis si tu t'arrêtes de dire aux autres hommes « Hey les gars, il faut que votre femme elle nous suive là, puis c'est comme c'est nous autres qui dirigent. » Toutes les femmes vont être en désaccord avec son argument. Fait que je comprends dans l'idée d'où ce qu'il voulait amener ça, puis c'est un argument qui peut être bon, mais dans une entrevue aussi courte, sortir ça, très mauvais. Donc, si on avait une heure là, ensemble, puis qui expliquait vraiment là, le fondement de sa philosophie par rapport aux femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels, puis qui ont de la demande alentour, partent plus rapidement dans la relation, puis que c'est vraiment prouvé, OK, on va pas lui donner le point, on va pas lui dire « Hey, c'est un bon argument que tu as eu là. » Mais là, vite dit comme ça, c'est sûr qu'il se plante. Je ne sais pas comment ça va se poursuivre, mais je suis certain que la suite ne sera pas bonne pour lui. Oui? Tout le monde a le droit à ses standards. Nous, on a le droit à nos standards, les femmes aussi. OK. Mais les standards, c'est juste que la femme n'a pas trop d'expérience et qu'elle n'a pas couché avec trop d'hommes. On peut mettre un chiffre, mais moi, je dis trop. Chacun a son chiffre. Mais bref, ça, toi, c'est quoi? Toi, c'est combien? Toi, c'est combien? Hey, elle le piège, là. Elle le piège parce que là, c'est perdu d'avance. Je t'explique. Si il dit « Ah, ben moi... plus que 10 partenaires sexuels, là, moi, ça me turn off. » Elle peut réagir, là, puis comme elle fait depuis le début, là, ça n'a pas de bon sens ce que je viens de dire. Puis 10 partenaires, donc coucher avec seulement 10 hommes. Puis là, elle part là-dedans, là, puis ça devient là, une controverse. Mais s'il dit « Oh non, mais tu sais, moi, 150 femmes, tu sais, pas plus que 150 hommes, c'est-à-dire, il faut que la femme n'ait pas couché avec plus que 150 hommes. » Elle va dire « OK, parfait. Donc à 147 hommes, aucun problème. 147 graines, il n'y a pas de souci.
Mais dès que tu tombes à 150, là, il y a des limites, là. Fait que peu importe ce qu'il va répondre, que le chiffre soit élevé ou pas, d'ailleurs, c'est tellement subjectif, mais que le chiffre soit élevé ou pas, elle est en position de pouvoir le ramasser. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre, s'il va dire, ben moi, c'est plus 10, moi, c'est plus 20, moi, c'est plus 30, mais c'est extrêmement difficile parce que à partir de quel chiffre on fait sentir l'autre coupable? OK, t'as couché combien de personnes, toi? C'est quoi ton body count? Ah, ben moi, c'est 12. Ah, 12, c'est ben trop. L'autre, à 50. Ah, 50, c'est pas si pire. C'est à partir de combien? J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va répondre à ça. Parce que peu importe le chiffre qu'il va donner, je suis convaincu qu'elle va pouvoir le ramasser avec le chiffre. Honnêtement, je n'irai pas dans cette précision-là. C'est juste moi, j'ai mon chiffre, c'est à mes personnels. Joël a le sien, tout le monde a le sien. Tous les hommes ont un ratio de OK, si ça dépasse ce nombre-là, ça me pose problème. Mais tous les hommes ont leur ratio. OK. Sauf que ce qui est touché là-dedans de dire ça, ben, moi, c'est mon chiffre, puis lui a le sien, moi j'ai le sien, l'autre a le sien, c'est comme c'est personnel à chacun. OK. Jusque-là, je comprends, je suis d'accord. Sauf que c'est tellement contextualisé, bizarre. Et dans une relation, là, mettons, là, puis toi qui écoutes en ce moment, tu es en couple. Prends par exemple, tu as un chum ou tu as une blonde. Ton conjoint, ta conjointe t'annonce demain, là, vite comme ça, là, ça fait une couple d'années que vous êtes ensemble que, écoute, en début de relation, là, j'ai un peu menti là-dessus là, parce que ça me gênait, mais j'ai eu plus de partenaires sexuels que je t'avais dit ou que tu m'avais demandé ou que tu penses que j'ai eu. Si ça fait là, 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous êtes ensemble, puis que la relation va bien, est-ce que tu casses la relation aujourd'hui, sachant que ça va super bien, vous avez des projets ensemble, le couple va bien, parce que la personne a couché avec un peu plus de personnes que tu connaissais, que tu pensais, au moment où elle n'était pas avec toi ou qu'il n'était pas avec toi, je veux dire, c'est son ancienne vie. Donc, toi, c'est en début de relation, ça te fait chier que la personne ait couché avec X nombre de personnes parce que ton chiffre, ça, il ne faut pas dépasser ça, là. Ça, ce chiffre-là, c'est OK. Ça, c'est non, on ne va pas de l'avant. Si la personne dépasse ce chiffre-là, puis en début de relation, ça te fait chier, tu peux dire on ne va pas plus loin. Sauf que ce qui est dommage là-dedans, c'est que tu peux être avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels, puis que tu aies une relation extraordinaire. Et moi, j'en connais des femmes qui en ont de l'expérience sexuelle, qui en ont vu des hommes et des femmes, parce qu'ils étaient willing de faire un peu ce qu'ils veulent, puis c'est correct ainsi, et qu'aujourd'hui, sont des mamans qui ont des conjoints, avec des enfants, puis ils vivent des super belles relations, puis sont là, présentes avec les enfants, leurs conjoints, puis il n'y a pas d'enjeu de je m'en vais voir ailleurs, à gauche puis à droite, parce que j'ai eu une chicane. Ils ont vécu leur vie. Ils ont eu leur expérience. C'était leur jeunesse. Puis aujourd'hui, rendus à 40, 50, 60 ans, ça ne les intéresse plus d'avoir 150 partenaires sexuels. 650, c'est le chiffre qui passe ou qui ne passe pas. Là, et elles vivent leur vie en étant dans une relation fermée où c'est leur conjoint, ça s'arrête là. Donc, c'est difficile de dire « Ah, mais on a tout notre ratio. » C'est comme, est-ce que tu passerais à côté d'une relation extraordinaire juste parce que la personne a eu plusieurs partenaires sexuels qui est un peu plus que toi, tu t'imagines qui est le ratio acceptable? Je trouve ça dommage. Donc, maintenant, tu as le droit quand même que ça fasse partie d'un standard. Tu as le droit. Sauf que d'amener ça comme argument, ben moi, je ne vais pas te dire mon chiffre, mais tout le monde a son chiffre, puis il faut le respecter ça. Je comprends, mais c'est très délicat à amener comme argument. Ouais. Oui, vas-y, Joël. Mais vous parlez de standards. Moi, je pense que dans la société d'aujourd'hui, ce que je remarque beaucoup, c'est que les standards des femmes et des hommes sont très, très, très applaudis. Mais moindrement qu'un homme a des standards, il est insécure. Puis ça, on se le fait dire tout le temps. Si tu veux, telle affaire, t'es insécure. Mais tu sais, les femmes, souvent, sont hypergames. Donc, veulent un homme, souvent, qui est supérieur dans beaucoup de sphères. Tu comprends? Parce que souvent, les femmes vont dire, on s'en fout du statut d'un homme, mais c'est faux parce qu'on le voit dans le dating. Souvent, un homme qui est en bas de 6 pieds 1 a moins de chance. Un homme qui gagne en bas de 100 000 par année a moins de chance. Un homme qui n'a pas un bon charisme et qui n'est pas en shape, il a moins de chance. Fait que souvent, les femmes ont un haut standard, mais nos standards à nous autres, c'est insécure. Fait que nous autres, c'est sûr que, tu sais, la raison pourquoi on est choquant comme ça, puis on rentre un peu dans le monde, c'est juste pour montrer le double standard, dans le fond. Tu sais, ma blonde aussi, elle a des hauts standards. Tu sais, elle voulu un gars qui gagne au-dessus de 100 000. Elle veut travailler de la maison. Elle veut pas travailler de la maison, mais elle veut rester à la maison. C'est un haut standard pour certains, ça aussi. Là, des gars qui veulent que leur femme travaille. Moi, je suis correct à prendre responsabilité d'être un protecteur, un pourvoyeur. Elle a dit, moi, c'est important que mes enfants, je les homeschool. Puis j'ai accepté ça. Elle a toutes mis ses cartes sur la table dès la première date. Puis j'ai fait comme, sais-tu quoi? Je vais me respecter. Je vais mettre mes cartes sur la table aussi. Moi, je veux pas une fille qui va clubber.
ou qui s'habille trop sexy. Si on est pour aller clubber ou whatever, on le fait pas anyway, c'est pas dans nos valeurs à nous autres, on est chrétiens, moi, ma blonde. Mais si, admettons, j'aurais une femme qui veut y aller, OK, fine, on ira ensemble. Alors, si on est chrétien, on peut pas aller dans les clubs. Je veux... Si on est chrétien, on peut pas aller dans les clubs. Elle le piège, parce que là, ça, c'est un peu... Il dit l'argument, non, mais de toute façon, on est chrétien, fait qu'on fait pas ça. OK, donc, tous les chrétiens font pas ça? Hey, tu viens de te faire planter là. C'est un très bon argument que Sophie elle amène là, ou plutôt comme questionnement, parce que ça l'ouvre la porte à, ben s'il dit « Oui, les chrétiens, on est de même », ben on va demander à un autre chrétien, voir s'il pense comme ça. Puis là, rendu là, tu l'échappes complètement parce que, OK, mais est-ce que tous les juifs pensent de la même manière? Non. Est-ce que tous les musulmans pensent de la même manière? Non. Est-ce que tous les chrétiens pensent de la même manière? Non. Dans chaque culture, chaque religion, il y a des choses qui sont différentes. Il peut y avoir même des conflits de valeurs et d'idéologie à l'intérieur d'une religion. Donc, de dire, mais là, de toute façon, on est chrétien, on fait pas ça, c'est sûr que ça y ouvrait la porte hyper large de rentrer là en disant comme, ah ouais, fait que les chrétiens, ils sortent pas, ils vont pas dans les bars, ils vont pas dans les clubs. Et là, elle peut le ramasser encore plus précis sur quoi d'autre tu fais pas parce que t'es justement chrétien. Puis là, on peut partir, là. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va répondre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas dans nos valeurs à nous. Ah, d'accord. OK. Mais le problème... Mais c'est parce que selon les chrétiens, quand tu clubs puis tu t'en vas dans les festivals, OK, si tu regardes, mettons, les pasteurs, ils en parlent souvent, ça s'appelle, c'est pas, it's not worshiping God, it's worshiping the world. Excuse-moi, j'utilise des anglicismes, là. Je veux pas dire qu'on sort jamais. Sort jamais. On est des pêcheurs comme tout le monde. Même dans ma religion, on pêche, là. Sauf qu'on essaye de pas se mettre dans des situations où est-ce qu'on peut pêcher encore plus. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas des gros sorteurs, moi, ma blonde, là. D'accord. Alors, le problème, c'est pas tellement que tu sois un sorteux ou pas, c'est que tu influences des jeunes qui écoutent ton podcast et qui, eux, se disent, ben ça, c'est la bonne façon de faire. On va prendre une petite pause publicitaire. Ah, non, finalement, on va laisser faire la pause publicitaire. On va juste continuer parce que c'est intéressant. Olivier, est-ce que toi aussi, tu es chrétien? Est-ce que, autrement dit, le podcast, c'est faire la promotion de valeurs traditionnelles qui incluent des valeurs religieuses ou pour toi, c'est pas important? Là, elle pose la question à son collègue. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que c'est correct? Tu es d'accord avec lui? Elle pose la question à lui parce que ça ne donne pas l'opportunité à Joël de pouvoir terminer ce qu'il voulait dire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Là. Il s'est quand même bien repris en disant c'est pas dans nos valeurs à nous et tout ça. Puis bon, il y a une partie du fait que dans la religion chrétienne, ben, on prône A, B, C, D. Puis il se reprenait bien là-dessus. Là, comme il se reprenait bien, elle reprend la balle au bon, puis elle fait Olivier, ramasse ça, toi, la patate chaude, là, puis toi, c'est la promotion de votre podcast, c'est quoi? C'est des valeurs religieuses et tout ça. Fait que là, lui, s'il n'est pas d'accord, puis il fait non, moi, je suis dans telle religion, ou non, moi, je suis athée, ou non, moi, je suis pas d'accord, ça crée un conflit entre les deux. Et là, s'il y a un conflit entre les deux, très grand manque de crédibilité qu'on va leur donner et chaos que ça peut créer sur l'entrevue. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va répondre. Pour moi, écoute, Joël et moi, on est ensemble, on n'est pas d'accord sur tout. D'accord. On nous associe souvent à des figures du monde anglophone ou de la communauté Red Pill. Ça, nous, moi, par exemple, je suis pas vraiment dans la religion, mais je suis quand même pour un retour aux valeurs, vraiment que à la place que la femme avait avant et à la place que l'homme avait. Parce que pour moi, c'est comme dans une entreprise ou dans mon entreprise. Chacun a ses tâches, la distribution des tâches fait une différence sur le succès d'une entreprise comme sur... Ce qu'il vient de dire là, moi, je suis pour le retour aux valeurs traditionnelles de la distribution des tâches. Objectivement, je vous partage que moi, ce que je vois avec beaucoup de clients en coaching, c'est que les couples qui ont une entente sur les tâches ont une meilleure relation. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de tout mélanger. OK, mais là, c'est ton tour de ci, ça, c'est mon tour de ça. Puis là, tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Si les tâches sont vraiment bien réparties, et c'est pas obligé d'être stéréotypé de « c'est ça, t'es une femme, tu fais ABCD, t'es un homme, tu fais ABCD », mais que les deux, ils vont avec leur talent, leurs compétences, leur envie, et que le couple est d'accord avec ça, ça crée des relations plus saines. Donc, les gens qui sont révoltés par rapport à ce genre de discours-là, je vous invite à aller regarder dans votre couple comment ça se passe. Parce que moi, je n'irai pas juger sa relation, puis comment que les gars gèrent leur couple, basé sur moi, ce que je pense qu'un couple devrait bien aller. Moi, ma relation, va-tu bien? Ça va bien, j'ai rien qu'à continuer comme ça va. Puis si ça va mal, mais peut-être que ça me challenge qu'est-ce qu'ils disent, parce que je me dis, non, mais pour moi, ma blonde, elle n'a pas envie de retourner aux valeurs traditionnelles, puis là, ça me crée un conflit interne, puis c'est toi qui es frustré envers toi. Fait que ce qu'ils viennent de dire là,
Moi, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon parce que, d'un point de vue objectif, je le vois avec plein de clients, les gens qui sont en couple et que les tâches sont bien réparties, toi, c'est plus ça ton talent, tu t'occupes de ça, puis que ça soit une équipe, comme dans une entreprise, ont des meilleures relations de manière générale. Maintenant, s'ils ont des conflits, effectivement, puis ils vont pouvoir les régler, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent du coaching. Mais, ce qu'il vient de dire là, c'est un très bon argument. J'ai hâte de voir comment il va poursuivre avec ça. Sur un couple. Alors pour moi, je le vois juste comme ça. Pendant que ma femme s'occupe des choses qui sont un peu plus cléricales, elle fait de l'administration pour une de mes entreprises, elle est en train de faire du ménage en ce moment. Je suis désolé, mais c'est ça. Pendant ce temps-là, moi, je travaille, je ramène de l'argent. Je trouve que si j'ai pas à perdre mon temps avec ce genre de tâches-là... Il vient de se planter solide, là. Si j'ai pas à perdre mon temps avec ce genre de tâches-là, quelle mauvaise façon d'amener le sujet. C'est réducteur. Ça veut dire, moi, je suis au-dessus de ça, je fais pas ça. Mais je le comprends ce qu'il veut dire. Ou ce que il est vrai que si toi, là, t'es le gagne-pain de la famille, là, c'est toi qui ramène le revenu, là, c'est vrai que travailler sur ta business versus faire le ménage, ben, t'es mieux, toi, de travailler sur ta business, non pas parce que c'est plus important, mais parce que ça a une plus grande importance dans toi, la contribution que tu amènes à la famille. Maintenant, il faut que le ménage soit fait quand même. Donc, ta conjointe, elle fait ça et c'est une contribution importante. Mais c'est juste la formulation. Donc, ce qu'il dit fait du sens, mais il l'a tellement mal vulgarisé. Il a dit, moi, je considère que si j'ai pas de temps à perdre avec ça, oh my God, là, c'est complètement échappé. Mais si c'était amené d'une manière où ce que, hey, nous autres, là, dans le couple, on a chacun nos tâches, ma conjointe est contente de s'occuper de la maison, puis je suis content moi aussi parce que, hey, c'est tout qu'un job, s'occuper d'une maison, les enfants, le ménage, le lavage, le ci, le ça. Il y a tellement d'affaires à faire. Puis moi, j'étais un peu moins bon là-dedans. Elle est experte. Puis quand on s'est rencontrés, c'est ça qu'elle voulait faire. Puis elle était contente de pouvoir faire ça, de gérer mon administration dans mon entreprise, de s'occuper des enfants. Puis moi, en retour, je travaille super fort. Puis ça fait en sorte que, ben, les deux, à la fin de la journée, là, on se regarde et on dit, puis mon amour, comment t'as passé ta journée? Elle a passé une belle journée, moi aussi. Puis on est content parce qu'on s'est pas pilé dessus. Il aurait dit ça. Et là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mais là, moi, si j'ai pas de temps à perdre avec ça, et tu l'as échappé. Fait que c'est sûr que Sophie va réagir en état. Elle va s'arracher les cheveux de la tête. Là. Je suis certain, là, regardez bien ça. Là. Elle va s'arracher les cheveux de la tête, c'est sûr. Wow! OK, je peux Olivier. me concentrer plus sur amener de l'argent. Et Olivier, attends 2 secondes. Parce qu'une entrevue, ça marche dans les deux sens. Là. Tu viens de dire une énormité. Je ne peux pas rester de glace et faire comme si tu venais pas de dire une affaire. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je peux réagir à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, ma femme est en train de faire le ménage et moi, je considère que c'est des tâches pas intéressantes. Là, tu me dis le partage des tâches. Ta femme, c'est comme ça que tu la considères. Ma femme, elle va faire le ménage dans l'entreprise puis des tâches cléricales plates. Puis moi, là, je vais faire des affaires intéressantes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Joël et Olivier? Je vais finir ma question, puis tu pourras y répondre, Olivier. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir qu'il y a des femmes qui se sont battues pendant des siècles. Je pense à Simone de Beauvoir, je pense à Simone Veil, je pense ici à des féministes québécoises, Thérèse Casgrain qui s'est battue pour qu'on ait le droit de vote, pour sortir les femmes de la sphère domestique. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné qu'il y a peut-être des femmes, on s'en torche des tâches domestiques. On est destiné à quelque chose de plus grand et de plus intéressant que soi. Devenir astronaute, devenir première ministre du Québec, devenir chef d'entreprise. Là, c'est sûr qu'elle exagère énormément parce que je comprends l'idée de destiner à quelque chose de plus grand, mais là, c'est à cause du fait que lui a amené le sujet d'une manière très réducteur envers la femme qu'elle, ça lui donne l'opportunité de dire « Hey, les femmes, là, est-ce que ça vous a passé par la tête qu'ils sont destinées à des choses plus grandes? » Puis là, elle dit « Devenez astronaute, première ministre, entrepreneur. » T'es un peu là, Sophie, là. La majorité des gens, hommes et femmes, ne seront pas entrepreneurs, ne seront pas premiers ministres et ne seront surtout pas astronautes, OK? Il va y avoir ben des infirmières, ben des vidangeurs, ben des électriciens, ben des mécaniciens, puis ben des femmes aussi qui peut-être ont envie d'être à la maison. Donc ça, la question, elle l'a pas amené ça. Elle n'a pas dit, non mais est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que ta femme, toi, Olivier, est contente d'être à la maison? Parce que là, vu qu'il l'a amené sous un aspect très réducteur, c'est sûr qu'elle peut le ramasser. Mais on pourrait poser la question, mais toi, ta femme, ça fait-tu son affaire de faire ça? Parce que là, on a l'impression qu'elle est emprisonnée plus pendant qu'il fait de la business, là, en style le businessman, pendant qu'il gère des grosses affaires. Hey, la bonne femme, elle torche les toilettes. C'est ça qu'on a l'impression que tu caricatures. Alors que peut-être qu'elle, là, elle est avec ses écouteurs, elle écoute drôlement inspirant podcast, puis elle fait le ménage, puis elle est contente, puis elle va chercher les enfants en garderie, puis la vie est belle. Mais à cause qu'il l'a amené
d'une manière tellement mal livrée, ça fait en sorte qu'elle, elle ouvre la porte, c'est comme « Hey, nous les femmes, on est destinées à beaucoup plus grand. » Donc là, toutes les femmes qui écoutent font comme « Oui, Sophie, tu as raison. » Mais les gens qui écoutent en ce moment, là, c'est peut-être pas les entrepreneurs, peut-être qu'il y en a un petit peu, mais c'est sûrement pas des premières ministres puis des astronautes, OK? À moins que la station de radio pogne là, sur Mars là, ou sur la Lune, là, mais hâte de voir comment on va poursuivre avec cette entrevue-là. Puis que vos rôles traditionnels, on se les met quelque part. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, ou bien... Premièrement, je vais répondre à ça, Joël. Premièrement, le mouvement féministe a été poussé par des femmes de la bourgeoisie. Parce que je vois pas en quoi une femme de la bourgeoisie, qui est la fille et la mère des hommes qui y sont déjà, a quelque chose en commun avec la travailleuse rentière qui travaille au McDo ou Walmart. Ils n'ont pas les mêmes revendications. Moi, je pense que le féminisme a été poussé pour pouvoir justement amener plus de travailleurs sur le marché du travail, parce que quand tu peux contrôler l'offre et la demande d'une ressource comme le travailleur, tu peux contrôler sa valeur. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une des raisons pourquoi le coût de la vie augmente et les salaires stagnent, entre autres. Moi, je pense que le féminisme a surtout été poussé pour bénéficier les femmes et les filles, des hommes qui étaient déjà là, pour leur donner des postes de pouvoir. Parce que tu vois jamais une revendication féministe de « on veut ramener plus de cols bleus, on veut ramener plus d'électriciennes ». Ce qu'il dit là, il a peut-être raison. Et je veux nuancer quelque chose, parce que là, on est plus dans l'ordre du complot. Parce que ce qu'il dit, c'est que le mouvement féministe a été poussé pour amener tel résultat, qui serait un désavantage pour nous les citoyens, alors que les gens qui sont dans le mouvement féministe considèrent que c'est pour l'avancement des femmes. Je vais te partager l'histoire d'Édouard Bernays. Peut-être que tu as déjà entendu parler de lui. Dans tout ce qui est au niveau de l'art, de l'influence et de la manipulation, il est très, très, très connu. Mais on n'en parle pas de manière publique parce que ça serait beaucoup trop controversé. Édouard Bernays était le neveu ou le filleul de Freud. Et lui était un spécialiste dans l'art des relations publiques qui était engagé par des grosses compagnies pour justement faire profiter la compagnie de profit parce que lui, il avait des bonnes idées pour influencer les masses. Et lui, il a aidé la compagnie Lucky Strike, qui est une compagnie de cigarettes, dans les années 1920. Dans les années 1920, les hommes fumaient, c'était quelque chose de commun, et les femmes ne fumaient pas. C'était très mal vu, une femme de fumer. C'est peut-être pour la raison pour laquelle tu as peut-être déjà entendu une personne âgée ou un homme plus âgé dire « Oui, les femmes qui fument, t'as pas ça beau. » Moi, j'ai déjà entendu ça dans mes villages où j'ai grandi, là, comme un homme qui dit « Une femme qui fume, c'est pas beau. » Ça paraît pas bien de dire ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ça. C'était coutume, c'était comme ça. Les femmes ne fumaient pas et les hommes fumaient la cigarette. Et lui, Édouard Bernays, il a été engagé par la compagnie Lucky Strike pour augmenter les ventes de la compagnie de cigarettes. Et il s'est dit, on pourrait aller conquérir le marché féminin. Donc, il faut convaincre les femmes de fumer. Mais comme socialement, c'est mal vu, il faut se prendre d'une manière différente. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'organiser un mouvement durant la parade là, de Pâques là, à New York. Et il a engagé des femmes connues, des femmes d'influence, ainsi qu'un grand groupe de femmes tout court, avec des cigarettes pour manifester sur la liberté, le libre choix des femmes. Et ils appelaient avec le gros slogan, la cigarette, le flambeau de la liberté. C'est un beau jeu de mots, hein? Le flambeau de la liberté devenait automatiquement un mouvement pour dire aux femmes qui étaient fortes, qui étaient indépendantes et qui avaient le droit de choisir de fumer ou pas. Donc, c'était pas « Hey, les femmes, on va vous dire, fumez donc parce que c'est bon pour vous autres. » Il y a déjà eu des mouvements là-dessus pour dire que la cigarette aidait à perdre du poids, que la cigarette, ça rendait ABCD. Puis avec le temps, les gens se sont rendus compte que c'était de la bullshit puis que la cigarette, c'est vraiment mauvais. Mais si tu dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit de faire quelque chose, et finalement, tu lui ouvres la porte qu'il aurait peut-être le droit, puis c'est quelque chose là, qui est de l'ordre là, de prendre position, puis de prendre sa place, ça te donne encore plus le goût puis le sentiment de pouvoir de dire « Ah ouais, vous m'interdisez de le faire, là, je vais le faire. » Donc, socialement, ça a été immense parce que ça a amené les femmes à fumer. Puis la compagnie Lucky Strike ont profité de ça parce que c'était eux qui étaient en arrière de ça avec Édouard Bernays, que Édouard Bernays a fait beaucoup de choses comme ça. Il a influencé l'Amérique avec le petit déjeuner œuf bacon. Ça sera une autre histoire que je pourrais raconter plus tard. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, où il explique tous les mouvements sociaux et relationnels sur comment il peut amener les gens à prendre des décisions et que ces gens-là pensent que c'est eux qui ont pris la décision. Donc, pourquoi je t'explique ça? C'est que lui, ce qu'il explique, c'est que le mouvement féministe a été là pour amener, dans ce qu'il dit,
a été là, entre autres, pour faire bouger les choses, oui, pour les femmes, mais également pour amener des nouvelles choses au niveau de la société pour pouvoir tirer profit de chaque individu. Donc, à une époque où l'homme travaillait et la femme était à la maison, on était en mesure de pouvoir imposer un salaire. Aujourd'hui, si tu as l'homme et la femme qui travaillent, tu peux imposer 2 salaires. Et beaucoup plus loin que ça, encore une fois, dans l'ordre du complot, okay, si on regarde plus d'un point de vue complot, et là, saute pas tout de suite aux conclusions de comme « c'est ça, eux autres, puis toi Charles, puis tout le monde qui pense ça, c'est des complotistes ». Parce qu'encore une fois, c'est encore une façon dont on influence les gens. Si on te dit « Hey, tous les gens qui disent que les médias, ils disent n'importe quoi, c'est des complotistes. Tous les gens qui croient que ça, c'est pas correct, puis que quand le gouvernement dit A, eux autres, ils pensent B, c'est des complotistes. » Encore une fois, tu as rentré ça dans la tête. Donc, on est hyper influençable. Puis Édouard Bernays, il nous l'a prouvé avec les flambeaux de la liberté. Aujourd'hui, les femmes fument. Puis ça part de lui. Ça a parti de lui et ça a été vers un mouvement. Il s'est servi des femmes comme appât pour amener les gens à se dire « Ben oui, on est libre de faire ce qu'on veut. » Donc, le mouvement féministe, si ça allait amener les femmes à dire comme « Hey, vous êtes indépendantes. Vous êtes forte, vous n'avez pas besoin d'un homme pour vivre, bien, vous travaillez vous-même. » Puis là, ce que ça fait que ben, la femme est sur le marché du travail, puis on peut l'imposer. Puis là, tu as le droit de dire comme, moi, Charles, je ne crois pas à ça. Je pense pas que le mouvement féministe a fait avancer ça. Et tu as le droit de ne pas croire ça. Et honnêtement, je suis pas en train de dire que je le crois. Ce que je dis, ce que je demanderais plutôt, c'est qu'Olivier qui amène cet argument-là arrive avec des preuves. Parce que quand on amène des suppositions ou des choses qui pourraient être dans la famille d'un complot, il faut que tu arrives avec des faits. Donc, le fait pour la cigarette avec les femmes, Édouard Bernays a écrit un livre là-dessus. On en parle depuis longtemps. C'est arrivé dans les années 1920. Donc, c'est plus une question de « on y croit-il, on y croit-il pas ». C'est arrivé. Il a eu la parade. Les femmes fument la cigarette. Ça s'est produit. Mais en tant qu'être humain, là, qui oublie très rapidement, et ça, c'est le bout, je vais dire mon opinion personnelle, ce que je trouve, c'est qu'on est abruti. C'est qu'on accepte qu'avant, on s'était fait manipuler, mais on n'accepte pas qu'en ce moment, on peut l'être. On se dit « oh, ouais, mais là, 10 ans, il y avait eu des complots, là. » Mais en ce moment, nos politiciens, puis les activistes, puis ce qui se passe dans la société, c'est clean, 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 clean. Il n'y a personne qui essaie de nous manipuler. On est ben trop rendu intelligent pour ça. Je pourrais demander à ChatGPT puis n'importe quel AI si on se fait manipuler. Il me dirait non. La vie est belle, tout est beau. Donc, il ne faut pas oublier que si on a été manipulé en 1920, on peut l'être encore aujourd'hui. Puis des mouvements comme ça, il y en a eu. C'était un fait. Maintenant, est-ce que le mouvement féministe, présentement, pousse les femmes à travailler pour la raison qu'il donne? Peut-être pas. Mais si c'est un argument de poids pour lui, il faut qu'il arrive avec des faits. Écoute, Sophie, j'ai des statistiques qui prouvent que en telle année, les femmes ont recommencé à travailler. Puis là, regarde ça, les positions que ça a créé. Regarde ça, qu'est-ce que ça a créé comme chaos dans les familles. Il y a eu plus de divorces, il y a eu plus de cycles. Il montre que le fait que les femmes soient sur le marché du travail, ça a des conséquences sur la vie commune de chaque citoyen et citoyenne. Mais comme il fait juste dire des suppositions lancées de même, ça n'a pas de poids. Et probablement qu'elle ne va même pas s'obstiner là-dessus. Parce que là, ça serait trop dans l'argumentation personnelle et elle reste quand même objective. Elle ne donne pas une argumentation personnelle. Elle dit tout simplement, toi, tu penses ça, tu dis ça. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à A, B, C, D. Puis c'est des points quand même assez solides sur le fait qu'eux, ils échappent la balle une fois de temps en temps. Eux, elle la ramasse, puis elle leur repitche en face, puis ils sont pognés avec ça. Donc, j'ai hâte de voir comment il va poursuivre là-dessus. Je veux dire, c'est totalement faux. Mais va voir, OK, ben là, c'est parce que tu es mal renseigné, mon très cher Olivier. Va voir sur tous les dossiers du Conseil du statut de la femme, qui vient d'ailleurs de sortir un dossier sur les 50 ans de féminisme au Québec. Au contraire, on encourage les femmes à aller dans des domaines non traditionnels, que ce soit des plombiers, que ce soit des électriciens, que ce soit des pompiers. Ben, pas juste parce qu'il y en manque, parce que ça t'es-tu passé par la tête qu'il y a des femmes, ça leur tente d'être pompières? Pas parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais parce que ça leur tente de faire autre chose que de torcher les enfants pour faire le ménage à la maison. Pas la majorité. Mais quand on fait une analyse de sociologie, par contre, quand on fait une analyse de sociologie, on n'a pas le choix de généraliser. Et la grande généralité des femmes choisissent des métiers qui sont différents, comme travailleur social, comme infirmière. Il y a beaucoup de femmes qui sont docteurs, par exemple. C'est un métier qui est beaucoup partagé, mais... Ben oui. Mais c'est parce que mais des femmes dans la construction, il y en a moins, on ne peut pas dire le contraire. Alors, oui, mais attention. On ne peut pas utiliser une minorité obstacles pour faire une analyse de sociologie. Il a raison. On ne peut pas utiliser une minorité pour faire une analyse de sociologie. Quand on fait des études de cas, on prend une généralité, puis après ça, on fait comme, bon, la moyenne fait qu'on arrive à tel résultat. Et là-dessus,
c'est un très bon point qui amène là, Joël. On ne peut pas faire une analyse de sociologie avec une minorité. Très, très bien repris. Ben, c'est pas mal ce que vous faites, parce que là, Olivier, quand même, tu viens de dire une énormité. Tu viens de nous laisser entendre que certains des problèmes sociaux qu'on rencontre en ce moment sont dus au féminisme. Est-ce que je t'ai cité hors contexte ou c'est ce que tu viens de nous dire? Non, je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, si la femme veut travailler, tu sais, on parle de statistiques comme le fameux gap de salaire entre les hommes et les femmes. Ces statistiques-là prennent l'ensemble des jobs que les femmes font et que les hommes font. Puis malheureusement, tu te dis, ouais, on veut amener plus de femmes dans la construction puis dans les STEM fields. Moi, je suis un programmeur, je fais de la techno, tout ça. J'engage une seule femme, mais elles sont difficiles à trouver. Et pourquoi? Il y a même des organismes qui sont payés et financés pour essayer d'amener plus de femmes dans les technos, dans les mathématiques. Et moi, je dis bravo. Le problème, bravo, mais le problème, c'est que les femmes ne sont pas intéressées en général, ne sont pas intéressées par ce genre. Mais les femmes, elles sont intéressées par toutes sortes d'affaires et il y en a de moins en moins qui sont intéressées à rester à la maison. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Je veux juste vous remercier. Parce qu'elle dit, il y en a de moins en moins qui sont intéressés à rester à la maison. C'est là que le débat n'a aucune conclusion parce que si vraiment les mouvements féministes et peut-être l'activisme qui se passe en ce moment et depuis plusieurs années, est-ce que ça a amené les femmes à se dire elles-mêmes « Oh non, il faut que je travaille parce que c'est ça que je suis supposée de faire puis qui est mieux puis qui me rend encore plus unique et forte puis indépendante puis tout le tralala qui fait que les femmes travaillent » ou vraiment d'emblée, ils ont envie de travailler. Parce qu'une femme qui se dit « Moi, là, je voudrais jamais rester à la maison ben, avec les enfants puis tout ça puis toutes les tâches que ça comporte puis avoir un conjoint que ben, lui, il fait tellement d'argent qu'il peut subvenir à tous les besoins de la famille. » La femme qui dit « Moi, ça ne m'intéresse pas. » C'est parfait, go, tu peux travailler, puis tout ça, puis accomple-toi là-dedans. Mais n'empêche que moi, je serais curieux d'entendre, puis peut-être que vous pouvez me répondre en commentaire ou m'écrire sur les divers médias sociaux où je suis présent, c'est-à-dire toutes. Vous êtes une femme et vous avez le conjoint de vos rêves, le mari. C'est un homme parfait, là, okay? Dans l'illusion qu'on peut dire c'est quoi la perfection. Puis il fait assez d'argent pour vous permettre de ne pas travailler. Est-ce que vous travaillez ou vous ne travaillez pas? Parce que là, le débat prend une tournure différente. Parce que si tu te positionnes en disant « Mais moi, mon chum, il n'a pas assez d'argent, il ne fait pas assez d'argent pour me faire vivre », là, il y a une frustration qui se joue. Parce que ça fait chier, mais à 2 salaires aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à arriver. C'est pas normal. Okay? Moi, je trouve pas ça normal que 2 personnes travaillent temps plein. Les enfants sont à la garderie, à longueur de semaine, puis ils ont de la difficulté à arriver à la fin du mois. Ça n'a pas de crise de bon sens. Donc, faire de l'argent, ça a une importance. Maintenant, l'idée de « Ouais, mais les femmes ont envie de travailler. » Tout ça. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler? Il y en a que oui et il y en a que non. Mais là, à cause de toute la manière que ça a été amené cette entrevue-là, puis l'entrevue se termine là. Ben, elle peut terminer en disant « Écoutez, les femmes ont de moins en moins envie de travailler. » Puis c'est là le débat qui n'a pas de conclusion parce que si ce qu'Olivier disait, que le mouvement féministe amène les femmes à penser et à croire qu'elles doivent travailler pour être importantes dans la société, comme Edouard Bernays le fait avec Propaganda, c'est-à-dire de dire aux femmes « Hey, les torches de la liberté, ils avaient le droit de fumer. » Ils les ont influencés à se dire qu'ils devaient fumer, non pas parce que c'est bon fumer, mais parce que ça les rend libres. Alors, si tu dis aux femmes avec les mouvements féministes, soyez libres, travaillez, peut-être que ça influence la population à faire ça. Donc là, il n'y a pas de conclusion parce qu'on n'a pas de preuve d'un bord. Et de son côté, à Sophie, là, c'est une opinion personnelle qui a dit les femmes ont plus le goût de travailler. Mais c'est sûr que les femmes ont plus le goût de travailler si tu dis aujourd'hui qui sont les femmes qui travaillent. Toutes les femmes travaillent bout de vierge. On a de la misère à arriver qu'un salaire. Puis même à 2, on a de la misère d'arriver. Fait que c'est sûr, la femme ne fait pas juste travailler. Elle travaille 2 puis 3 jobs. Elle travaille à sa job, des fois même un sideline, puis après ça, les enfants à la maison qui rapportent 0, mais qui est une job qui pourrait être temps plein sur un moyen temps. Merci parce que ça n'a pas été facile comme entrevue, mais vous avez accepté mon invitation. Et ça, là-dessus, je vous remercie parce que il y a plein de gens qui seraient défilés en disant « Ben moi, je parle pas aux médias. » Donc, Joël McGuirk et Olivier Jean, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être d'accord. Vous êtes animateur du balado Lucide Podcast. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça termine comme ça et ça termine que les gars n'ont pas pu s'expliquer réellement, puis c'était impossible. Okay? Puis je félicite les gars d'ailleurs d'être allés là parce que c'est vrai que ça aurait été facile de se défiler en se disant j'y vais pas, ça va être pris hors contexte tout le temps, puis on va s'obstiner. Puis c'était perdu d'avance parce que sont 3. Le contexte, je l'ai dit au début de l'analyse, sont 3. Alors, elle peut pitcher la balle à un, il finit pas de répondre, elle reprend la balle, elle pitch à l'autre. Il finit pas de répondre, elle reprend la balle, elle pitch à l'autre. S'il y a qu'une personne qui dit une énormité selon elle, du genre Olivier qui dit quelque chose que là, elle apprend ça, puis elle dit non, t'as dit une énormité, tout ce qu'on parlait est mis de côté, puis là, on devient juste concentré sur ce que t'as dit.
Hey, pendant que je perds pas mon temps à faire le ménage, moi, je gère la business. C'est comme, tu l'as échappé tellement solide là-dessus. Fait que là, elle ramasse ça super fort, puis là, le reste devient sans grande importance, puis là, elle peut continuer à s'acharner là-dessus. Donc, moi, ce que je pense quand j'analyse ça, là, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. T'sais, les masculinistes qui veulent faire avancer le mouvement masculin pour dire « Hey, les hommes ont des droits. Les hommes ont peut-être été méprisés et mis de côté sur certaines sphères dans la vie, ont le droit de faire avancer leur mouvement, comme peut-être des femmes qui disent ben moi je fais partie du mouvement féministe ou moi je trouve important qu'il y ait certains droits de la femme qui soient plus mis de l'avant. » Et je pense que tout ça, la conclusion qu'on peut avoir de là, c'est que ce qui détermine vraiment si on fait avancer le dossier, là, c'est la façon qu'on parle. Parce que je considère que 99% des gens, puis là, je sors un chiffre là, juste de même, OK? Là, c'est pas une stat. Là. Mais la majorité des gens là, qui vont écouter ça, ne seront pas d'accord avec les gars. Puis ils ne seront pas d'accord avec les gars parce qu'ils ont mal amené leur sujet, parce qu'ils étaient pris pour mal amener le sujet. Mais s'ils se pratiquent ou ils se forment pour mieux communiquer, puis qu'ils soient vraiment, vraiment solides quand ils arrivent en entrevue comme ça, probablement qu'il y a plus de gens qui vont mieux comprendre leur message. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir plus d'adeptes. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des gens qui vont plus les suivre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont dire « je suis d'accord », mais ils vont mieux comprendre. Donc, on peut être en désaccord, mais se comprendre. Là, on se termine en étant « on ne comprend pas ». On ne comprend pas parce que ce que tu as dit, il y avait des énormités dans ce que tu disais. Sophie est outrée à toutes les phrases qu'eux disaient. Ça a créé un beau show. Ça peut faire une belle analyse. Mais moi, je pense que Sophie, elle a quand même très bien géré ça. Elle a saisi toutes les opportunités de pouvoir avoir quelque chose qui était intéressant. Puis, il était supposé faire une pub une pause pour la publicité. Ils ne l'ont même pas faite. Fait que je ne sais pas ce que ça veut dire ça dans le monde de la radio, mais peut-être qu'il y avait tellement les codes d'écoute qui étaient élevés qu'ils se disaient hey, on continue. Puis à la fin de l'entrevue, on mettra nos publicités parce qu'il va y avoir encore plus de gens qui vont être là. Si on met la pub tout de suite, peut-être que les gens vont débarquer, ils vont changer de poste puis ils ne reviendront pas sur le sujet. Je ne sais pas comment ils ont géré ça. Mais ce que je sais, c'est que c'était fort intéressant et probablement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer alentour des mouvements féministes, des mouvements masculinistes dans la société et on pourra évaluer d'autres analyses d'entrevues comme ça. Si vous avez apprécié l'épisode, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur vous abonner. Il va y avoir plein d'autres analyses comme ça. Ça peut vous aider autant dans vos communications qu'à comprendre des entrevues et être moins influençable et manipulable. Let's go. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit bientôt.